Cotonou, ville locomotive de la croissance économique au Bénin, vous avez pu le constater à travers les grands projets du gouvernement qui sont en cours pour bien évidemment rendre très attrayante la ville capitale économique du pays. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Oui, là, bonjour. Bonjour, et bon Gamenga. Comment allez-vous? Super bien. Un plaisir de vous retrouver sur cette Merci beaucoup à vous. Les villes au cœur de l'action de développement économique, locomotive, comme on l'avait dit, de la résilience climatique, une nouvelle responsabilité pour nos cités urbaines. Elles abriteront d'ici là plus de la moitié de la population mondiale. Comment le Bénin se prépare pour ce basculement démographique? On en parle avec mon invité, Ilano Victor Ananou. C'est le directeur général de la construction de l'habitat. Bonjour, monsieur Ananou. Bonjour, William. Merci d'être là. Hier, on a célébré la 38e journée mondiale de l'habitat. Tout à fait. C'est quand même une journée très importante. Ça va déjà dire dans mon question. Comment est-ce que nos villes se préparent à être vraiment des villes résilientes face au changement climatique, monsieur Ananou? Merci, William. Et merci pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir échanger avec la population, leur faire connaître les grandes réalisations du gouvernement Patrice Talon. Tout à fait. Oui, justement, vous allez constater que depuis 2016, les choses ne se font plus comme avant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les projets sont bien étudiés, méthodiquement, conformément à une distribution spatiale bien étudiée. Chaque ville a des vocations données. Notre pays est divisé en 6 pôles, vous le savez, selon l'agenda spatial. Oui. Et tout ça là contribue justement à tenir compte de la résilience des villes. Une ville qui se veut résiliente doit pouvoir résister aux chocs des changements climatiques et des catastrophes. Okay. Alors, pour ce faire, d'abord, premièrement, tous les projets qui sont initiés par le gouvernement sont dotés de certificats de conformité environnementale. Il y a d'abord les études d'impact environnemental et social qui sont faites pour que ces projets-là puissent répondre aux normes environnementales. Cela voudrait dire que par le passé, on ne respectait pas du tout ces exigences? En dehors de certains projets financés par des partenaires techniques et financiers qui exigent dans leur financement la prise en compte des études d'impact environnemental et social, les projets initiés par l'État généralement non seulement ne faisaient pas des études d'impact environnemental, mais également ne faisaient même pas le permis de construire. Wow. C'est à partir de 2016 qu'on a dit, même si c'est une petite école qui va être réalisée, ça doit faire l'objet, selon les classements d'études d'impact environnemental, et l'objet de permis de construire. Ben normalement, c'est une exigence de construction. Pourquoi par le passé on ne le faisait pas? Est-ce que ce n'est pas négligence de nos cadres ou bien des techniciens? L'État se croit tout permis. L'État pensait que les tests se faisaient pour les autres et non pour lui-même. Okay. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'est l'État qui donne le bon exemple. Parce que pour amener la population à faire comme cela se doit, c'est l'État d'abord qui doit donner l'exemple et la population suit. Ainsi, on pourra facilement atteindre les objectifs de construction des villes résilientes. Parce que si nous ne donnons pas l'exemple, comment la personne lambda peut savoir quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères dont il faut tenir compte pour construire sa maison, pour que cette maison-là réponde aux normes, que cette maison-là ne soit pas source de consommation excessive d'énergie, que cette maison-là ne pède pas en qualité de confort thermique et phonique, par exemple. Alors justement, vous avez déjà pas évoqué quelques éléments caractère, c'est pas moi, vous avez dit phonique, mais quoi même déjà là? Phonique et thermique. Et thermique, voilà. C'est quoi ces éléments qui doivent rentrer en ligne de compte pour qu'on dise que voilà, tel bâtiment respecte les normes ou bien que ce bâtiment est résilient face au changement climatique ou bien une infrastructure, elle est résiliente? Oui, d'abord, il faut le plus possible se rapprocher de la nature, rendre nos demeures naturelles. Ça voudra dire quoi? Si vous êtes chez vous, même sans allumer la climatisation, il faudrait que votre chambre soit aérée. Il faut voir l'orientation. Comment on oriente les constructions? Oui, on oriente les constructions de sorte à ce que le vent puisse traverser facilement toute la concession. Parce que ça va sud-nord. Exactement. Ouais, sud-nord. La plupart de nos projets sont orientés sud-nord. Peu de façades sont exposées à l'est et à l'ouest. Et également, on prend des dispositions de double pour, par exemple,
pour limiter la pénétration de la chaleur à l'intérieur des locaux. Cela voudra dire on empêche que les rayons solaires pénètrent directement les bâtiments. Mais pourtant, on nous dit que chaque matin, il faut ouvrir les fenêtres pour que les premiers rayons solaires pénètrent nos chambres. Ça ne veut pas dire que les chambres ne sont pas éclairées, ne sont pas illuminées. Okay. Donc, les doupots dont je parle, ça permet d'abord de limiter la chaleur, mais tout en permettant la lumière de pénétrer à l'intérieur. Donc, il y a des normes à respecter. Il faut des spécialistes, des architectes pour pouvoir concevoir ces projets-là, pour que ces normes-là soient respectées. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il parle de double pot, ça dit que même si une quantité de chaleur traverse la première pot, ça tombe dans un vide qui est ventilé et qui n'arrive pas à atteindre le second mur, qui est le mur immédiat à la chambre ou bien au local. Voilà un peu les choses. Deuxièmement, la plantation des arbres aujourd'hui, il faudrait que ça rentre dans notre culture, dans nos maisons, tout autour de nos maisons. Premièrement, ça limite les rayons solaires. Deuxièmement, en cas de catastrophe de vent et consorts, ce sont ces arbres-là qui vont d'abord prendre les coups de vent. C'est des brise-vent. C'est des brise-vent. Est-ce que vous voyez? Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans les constructions. Mais malheureusement, des gens veulent exploiter à 100% leur parcelle, se disent que bon, c'est à moi, donc j'en fais ce que je veux, tout est bétonné. Alors que, en bétonnant tout, c'est que vous ne donnez même pas d'espace d'infiltration de l'eau de pluie qui va tomber chez vous. Parfois, il faut laisser aussi la terre respirer. Oui, il y a plus que l'eau puisse s'infiltrer. Il y a des normes qui réglementent le coefficient d'emprise au sol et des coefficients d'occupation du sol pour que si vous construisez, qu'il y ait au moins 30% d'espace vert pour que quand il pleut, l'eau puisse s'infiltrer naturellement. Et si vous ne le faites pas, vous bétonnez tout, l'eau ira dans la rue et c'est ce qui occasionne les inondations qu'on constate par moment aujourd'hui. Donc quand la population crie pour dire « Ah, l'État ne fait rien, on est inondé, patati patata », la faute incombe d'abord à nous, citoyens, qui voulons occuper tous nos espaces par le béton. Mais alors je dis, quand je prends par exemple la cité ministérielle qui est derrière nous là, qu'est-ce qui prouve que c'est un bâtiment vraiment résilient au changement climatique, un bâtiment vraiment qui respecte les normes que vous venez de citer, monsieur? À voir d'abord les images, vous allez constater que ces bâtiments sont effectivement orientés sud-nord. Vous allez constater qu'avant les premiers murs, il y a un dégagement d'au moins 2 mètres pour la double pot dont je parle, pour pouvoir d'abord distiller la chaleur. Justement, c'est ça, on a voilà, le bâtiment qui est à l'écran là, Vous allez voir que c'est des bâtiments qui sont conçus dans un espace verdoyant. Et si vous prenez maintenant l'aménagement au sol, vous allez voir même des plans d'eau qui sont naturellement, c'est artificiellement réalisé, mais pour se rapprocher beaucoup plus le site du naturel. Est-ce que vous voyez? Et quand vous voyez ces grands bâtiments, ça occupe à peine 50%, voire 60% du site de la cité ministérielle. C'est-à-dire que 40% sont là pour absorber l'eau de pluie qui va tomber. C'est ça, les conditions qui sont... Et il y a très peu les bureaux sont effectivement climatisés, mais la consommation sera beaucoup moindre parce que les bureaux sont suffisamment ventilés. Si vous voyez de baies ici, c'est qu'il y a de baies de l'autre côté. Dès que le vent entre, ça sort de l'autre côté. Ça sort de l'autre côté. Ça enlève tout ce qu'il y a comme chaleur. Vous avez le confort. Et quand je parlais de confort phonique également, c'est pour que quelqu'un qui est dans son bureau ici en train de travailler, en train de recevoir quelqu'un, quand ils sont en train de parler, que le voisin qui est dans son bureau là-bas n'entendent rien. Donc, les murs sont traités en conséquence. Alors, jusqu'à la dalle et tout. À part la cité ministérielle, il y a quand même d'autres grands projets que vous avez réalisés. À part la cité ministérielle, la cité administrative. Vous savez, aujourd'hui, les choses sont tellement organisées pour faciliter la vie aux citoyens. D'ici 1 an, voire 1 an et demi, le citoyen lambda qui veut des services de l'administration
ira à la cité administrative d'Abomey-Calavi. Toutes les directions techniques de tous les ministères y seront regroupées. Donc, il n'y a pas... Je veux aller dans 2 ministères, par exemple, je dois quitter ici, faire encore des kilomètres pour aller dans l'autre ministère. Tout se fera au même endroit. Au même endroit. Au même endroit. Ça, mais là, on draine tout le monde vers Calavi. Est-ce qu'on risque pas de créer d'autres problèmes? Et pour les directions techniques, et pour les cabinets ministériels et les directions centrales, c'est au niveau de la cité ministérielle. Et naturellement, vous savez que c'est les techniciens qui produisent sur instruction du cabinet et qui rendent compte au cabinet. Donc ça dit que qui va beaucoup plus recevoir les usagers, c'est les directions techniques. Aujourd'hui, il est démontré que plus de 70 à 80% de ceux qui viennent travailler à Cotonou se déplacent de Calavi vers Cotonou. Les matins et les soirs, retournent sur Calavi. Ce qui occasionne les embouteillages que nous voyons dans les villes. La résilience également, c'est la fluidité dans la mobilité. Si bien qu'en construisant ces infrastructures à Abomey-Calavi, c'est rapprocher le lieu de travail des travailleurs. Ça veut dire qu'on ne va plus voir ce phénomène d'embouteillage. Donc, c'est les 20%, 20 à 30% qui travaillent à Cotonou, qui quittent Cotonou pour venir travailler à Cotonou et consorts, qui vont seulement se déplacer maintenant pour aller à Abomey-Calavi. Encore que les infrastructures routières sont en train d'être davantage développées. Il y aura le contournement nord qui va permettre d'éviter de passer au cœur de la ville de Cotonou avant d'aller à Calavi quand on quitte. Ce projet existe toujours? Bien sûr, bien sûr. Quand le président Talon décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Ah oui, on a la cité administrative, on a aussi... même au niveau départemental, on a les cités départementales. Là aussi, on en est où par rapport aux constructions? Est-ce qu'on a presque fini ou bien c'est encore au début? Non, puisqu'il y avait des conditions à respecter par la partie béninoise avant que le projet ne démarre, mais les travaux ont démarré sur pratiquement déjà 70% des sites. Nous sommes à un taux de réalisation de 15% déjà. Donc, les bâtiments sont en train de sortir de terre. Également au niveau départemental, que ce soit la préfecture, que ce soit les directions départementales, toutes ces directions-là vont se retrouver sur le même site. Puisque au niveau départemental, c'est le préfet qui est le chef de l'administration. Tout à fait. Donc la préfecture est là. Toutes les autres directions techniques des directions départementales sont sur le même site. Ça veut dire que c'est la population qui est gâtée là. Tout à fait. Donc en dehors de ça, il y a les logements qui sont en construction. On est déjà à plus de 7500 logements de couler pour faciliter toujours la vie aux Béninois, pour ne pas faire des locations à fond perdu, mais des locations qui leur permettront de devenir propriétaires dans 17 ans, voire 25 ans. Est-ce que le coût est abordable pour nos concitoyens, pour le Béninois lambda? Dans tous les cas, le coût de loyer, quand moi j'ai fait mes calculs, les statistiques sont claires, c'est encore moins cher que d'aller louer chez un privé aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai un parent qui cherchait à louer à Calavi, 2 chambres coucher un salon, on lui a dit 120 000. Calavi, 120 000, 2 chambres coucher un salon. Alors que les logements sociaux qui sont en train d'être construits et consorts, on n'ira pas à ce prix-là. Par exemple, 3 chambres coucher un salon, F4, pour devenir propriétaire dans 25 ans. Voilà un exemple palpable. Ben, au terme du projet, on aura combien de logements sociaux là, au niveau de Wedo? On aura, sur les 10 000 et quelques, on aura près de 3 000 logements sociaux, 30%. À 30%. De logements sociaux. Et le reste, c'est les logements économiques. Ah, ok, d'accord. Quelle est la différence déjà? La différence, ce n'est pas en matière de qualité. Les qualités sont les mêmes, mais c'est que l'État subventionne beaucoup plus les logements sociaux que les logements économiques. Et subventionne beaucoup plus les logements sociaux simplement parce que la cible, il y a des conditions clairement définies. D'abord, il y a 70% qui sont réservés pour les salariés de l'État, 20% pour les salariés du secteur privé et 10% pour les autres secteurs. Est-ce que vous voyez? Et également, le délai pour devenir propriétaire est plus long. C'est sur 25 ans. Sur 25 ans. Est-ce que vous voyez? Et puis, il faudrait que ce logement-là soit votre premier logement.
Ça veut dire que si je suis un agent permanent de l'État et que je suis déjà à 10 ans de ma retraite, c'est pas évident que j'ai ce logement social. On a limité ça à 15 ans. D'accord, 15 ans. 15 ans. Il faut être à 15 ans de sa retraite. De sa retraite avant de l'avoir. Avant d'en avoir. Maintenant, si tu es effectivement à 10 ans et que tu peux avoir un apport initial, ce qui n'est pas souhaitable, pour que le reste à payer soit réparti sur les 10 ans, sur 10 ans, vous aurez le bienvenu. C'est ça. Mais on veut faciliter la tâche aux citoyens en leur permettant de ne payer que les 3 mois de loyer prévus dans la loi sur le bail à usage d'habitation, qui sert de caution, et vous rentrez dans votre maison. Vous faites tout pour respecter le paiement des loyers, et au bout de 25 ans, 17 ans, vous êtes propriétaire. Alors c'est vrai qu'on parle de logements sociaux, on sent que là, l'État est plus rigoureux là, mais au niveau des privés, enfin, je veux parler des populations, est-ce que aussi ce même regard y est pour qu'on permette aux gens qui louent aujourd'hui les bâtiments qu'ils aient les mêmes conforts? Parce que quand parfois vous entrez dans certaines concessions, c'est exigu, vous ne pouvez même pas faire entrer, si vous avez une moto, c'est tout un problème. L'État fait du bon boulot au niveau des bâtiments administratifs, mais au niveau du privé, au niveau des citoyens lambda, on ne sent pas cette pression, mais cette volonté de mieux faire. C'est notre bataille à exiger le permis de construire pour toute construction. C'est notre bataille. Mais les bâtiments poussent comme des champions aujourd'hui. Tout à fait. Il y a d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'une brigade a été mise en place de permis de construire, de vérification des permis de construire sur les chantiers, qui est en train de s'activer pour pouvoir monter sur le terrain. Et vous aurez ces échos-là d'ici à là, pour obliger toute personne voulant construire à respecter les tests. Et quand vous avez le permis de construire et vous finissez de construire, tout ne s'arrête pas là. Vous devez encore aller vers le maire pour dire « j'ai fini de construire, venez vérifier si ce que vous m'avez autorisé, je l'ai respecté ». Et si je ne le fais pas, après ça, et si en tout temps je n'ai pas respecté toutes les normes, c'est ça? Il faudrait que la population comprenne. Ce n'est pas suffisant d'avoir seulement le permis de construire. Oui, il faut avoir le permis de construire avant de commencer à construire. Mais avant d'habiter, il faut avoir le certificat de conformité et d'habitabilité. C'est ça qui vous donne le droit maintenant d'exploiter votre maison. C'est-à-dire la même commission qui avait étudié votre dossier pour vous donner le permis de construire doit pouvoir revenir à la fin pour voir si vous avez respecté ce qu'on vous a autorisé. Si entre-temps, les couloirs qui devaient être de 1,20 m, vous n'êtes pas passé à 0,80 m, qui vont empêcher les gens de pouvoir s'évacuer en cas d'incendie. Est-ce que vous voyez? Si le recul que vous devez avoir par rapport aux voisins pour permettre aux voitures des sapeurs-pompiers en cas d'incendie de pouvoir rentrer chez vous et circuler pour pouvoir vous secourir, si vous ne respectez pas ça, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, les gens pensent qu'il suffit d'avoir le permis et c'est fini. Non. Avoir le permis, maintenant, également, nous suivons le processus de construction. Vous avez le permis. Maintenant, en fonction de l'envergure de votre projet, vous devez également... Il y a des entreprises qui sont recommandées pour pouvoir construire tel ou tel bâtiment. Est-ce que vous voyez? Il y a des corps de contrôle que vous êtes obligés d'avoir en fonction de l'envergure de votre bâtiment. Si vous ne respectez pas ça, vous aurez beau le permis, mais on viendra arrêter le chantier. Maintenant, si vous respectez tout ça jusqu'à la fin, il va falloir avoir le certificat de conformité et d'habitabilité avant de commencer à exploiter cette maison-là. Donc, d'ici à là, même pour louer, ceux qui construisent des buildings et qui louent, s'ils n'ont pas ces documents-là, ils ne pourront pas louer leur bâtiment. Parce que vous entrez dans certaines maisons, mais dans la chambre, c'est hermétiquement fermé, l'air ne pénètre pas. Exactement. C'est pas résilient, ça. Quand on n'a pas de lumière, il y en a même parfois, même c'est toute la journée qu'ils ont les ampoules allumées. C'est ça qui fait que les gens tombent malades tout le temps. Parce qu'ils n'arrivent pas à respirer correctement. Il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour respirer. Et ils pensent qu'ils voient dans leur maison. Mais si tu es tout le temps soumis à la lumière artificielle, mon cher ami, d'un moment à un autre, tu vas devenir aveugle. Ça, c'est clair. Ah oui. Donc, voilà, il faut que la population comprenne que c'est pour leur bien, c'est pour leur intérêt, que l'État se bat à ce qu'elle aille faire le permis de construire
et respecter les règles. Qu'elles aillent vers les architectes pour se faire concevoir leur maison. Ceux-là qui sont les sachants et qui savent comment orienter votre bâtiment, quels sont les éléments, quelles sont les prescriptions qu'il faut Donc, faire. ils disent que parfois, quand on va avec les architectes, que c'est trop cher, ils demandent d'abord à payer des sommes parfois faramineuses. Non, c'est pas vrai. Et cela parfois décourage certaines populations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tout ça là est réglementé. Ça fait un. De deux, si vous faites le calcul de ce que vous allez perdre si votre investissement, vous le perdez, par rapport à ce que vous allez payer à l'architecte, il vaut mieux aller voir un architecte. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Si vous faites le calcul de ce que vous allez perdre sur votre santé, tout ce que vous aurez à dépenser tout le temps pour vous soigner parce que vous vivez mal, il vaut mieux aller chez l'architecte. Vous savez souvent ce que on fait ici au Bénin, monsieur Ananou? Non. Quand j'ai un cousin qui est maçon et que j'ai quelque chose à construire, je l'appelle pour dire, voilà, voici, j'ai telle parcelle, je vais tel bâtiment, tel nombre de chambres, et puis voilà. Et puis après, et puis c'est fini. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Vous savez, si nous prenons par exemple les bâtiments qui doivent recevoir des dalles, mais si votre mur, la largeur de votre chambre fait 2,50 m, la portée de la dalle, l'épaisseur doit être calculée. Si ça fait 3 mètres, déjà, ça change. Ok. Ça fait 3,50 m, ça change. Ça fait 4 mètres, ça change. Le maçon le sait. Le maçon ne connaît pas ses spécificités. Il va se dire, c'est moi qui ai construit pour tel aladji et consort, j'ai construit, mais je lui ai construit maison. Mais c'est ce qu'il dit souvent, c'est moi qui ai construit pour telle personne, voilà, et puis le bâtiment est encore là pour aller voir, voilà, c'est un exemple qu'il Ah non, mais si je quitte la dalle, le support de la dalle, les poutres, les poteaux qui doivent supporter la dalle, en fonction de la portée de la dalle, les charges augmentent aussi ces éléments-là, qu'il faut nécessairement calculer, faire calculer par un ingénieur. Parce que quand l'architecte fait sa conception, l'architecte appelle maintenant l'ingénieur pour dire « Regarde-moi la résistance de ce bâtiment pour que ça ne s'écroule pas. » Mais est-ce que moi, vous savez, que quand on prend 10 Béninois, il y a à peine 2 qui font recours aux architectes? Je suis entièrement d'accord. Alors ça veut dire que le problème se pose encore. Ça veut dire que dans la plupart de nos villes, on est tous en danger. C'est pour ça, moi, j'invite les maires à jouer leur rôle. J'invite les maires et les élus locaux à jouer leur rôle. Parce que la délivrance du permis, c'est du ressort des maires. Nous élaborons les tests. Il est vrai que les bâtiments sont catégorisés. Et pour certaines catégories, c'est la Commission nationale qui doit connaître de ce dossier-là. Mais toujours est-il que les dossiers sont déposés au niveau des mairies. Et c'est les communes qui envoient ça à la commune et à la Commission nationale qui finit d'étudier, qui renvoie le PV d'études, de validation, et maintenant le maire prend l'acte autorisant le permis de construire. Donc, il appartient au maire de jouer ce rôle-là à travers leur chef d'arrondissement et consorts. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on pense que en voulant amener la population à respecter les règles, c'est perdre une partie de l'électorat. Voilà. C'est bien cela. Non. Si le président Talon allait faire ça, on serait encore à Cotonou avec toutes les rues jonchées de marchandises et consorts aujourd'hui. Mais quand on a dégagé les gens des espaces publics et qu'on a construit, on a fait le projet asphaltage, on a construit les grandes routes et consorts, les Cotonouans ne sont pas fiers aujourd'hui. Les Cotonouans ne sont pas fiers aujourd'hui. Il y en a même qui ont commenté pour dire, ah, quand on les a dégagés, ils ont commencé par recevoir de l'air dans leur maison. Parce qu'ils étouffaient. Ils étouffaient, pourtant ils ne pouvaient rien faire. C'est ça. Donc, le développement et l'intérêt du peuple, des fois, il faut aller contre le peuple pour satisfaire pour son bien. Et quand tu finiras par le faire, c'est ce même peuple qui va t'applaudir. Ça a toujours été comme ça. Alors, à part Wedo... Un exemple simple. Quand on était enfant, nos parents nous obligeaient à prendre nos leçons et consorts. Et on ronchonnait. Aujourd'hui, c'est les parents qui gagnent les salaires. Et bien voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas les parents qui vivent mieux. C'est nous qui vivons mieux. C'est nous qui vivons mieux parce qu'ils voulaient que demain, on puisse vivre mieux. C'est ça, c'est la même chose. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Donc c'est la même chose. La population ne comprend pas que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'amélioration de leur cadre de vie. Et quand ton cadre de vie est amélioré, tu vis bien chez toi.
Même si c'est Ben une boule justement, d'attaquant que tu est-ce que manges vous par mettez jour, tellement de temps à ça va. communiquer avec ces populations bénéficiaires pour qu'elles puissent comprendre que vraiment ce que vous faites, Bon. ce que vous faites, c'est pour le bien? En réalité, Ouais. on ne peut pas avoir la tête dans le guidon et au même moment communiquer. Parce que, Ben, laissez le rôle à ceux qui savent le faire. Donnez-nous le rôle et puis on va jouer ce rôle, justement. tout à fait, et c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de nous pour pouvoir le faire. Exactement. C'est ça. Mais tout ce que nous avons à faire pendant ces 10 ans, et que moi, il dit que c'est un rattrapage d'un retard de 55 ans, c'est que vous n'avez pas une seule minute de répit. C'est ça le véritable problème. Donc, on préfère que la population constate les actes, les effets sur le terrain, que d'aller bavarder, ils vont dire ils sont en train de faire de la théorie. Alors, aujourd'hui, pour nous en vous parlons communiquer, c'est bavarder, c'est aisément. ça? Pour vous communiquer, c'est bavarder, c'est ça? Vous voulez dire? Non, ce n'est pas ça. Ok, Pour la d'accord. population, aujourd'hui, Ouais. nous sommes à l'aise à communiquer simplement parce qu'il y a déjà des exemples concrets. Au Ok. début, pendant les 3 premières années, Oui. on disait c'est un gouvernement de maquette, etc. Quand est-ce que tout cela va se réaliser? C'est du pipeau, il ne faut que raconter des histoires. Mais aujourd'hui, comme les preuves sont là, les réalisations sont là, Vous pouvez sortir maintenant communiquer. on peut sortir communiquer. Alors, monsieur Ananou, on va parler maintenant des marchés. Vous Oui. savez, les femmes des marchés attendent ce projet vraiment. Où en sommes-nous par rapport au marché? Est-ce que les marchés vont finir là pour que les femmes puissent avoir leur place, monsieur Ananou? Les marchés sont déjà en train de finir. Vous avez dit en train, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Non, et puisque c'est 35 marchés Ouais. au total. Pour la première phase, 20 marchés. Les 9 marchés humains de Cotonou sont terminés. Une agence a été créée par le gouvernement pour pouvoir gérer ces marchés-là. Marché, ouais. Vous savez, on ne veut plus rien faire comme avant, où on nomme quelqu'un qui a tout le pouvoir et qu'on sort et puis la magouille commence. Il y a des cahiers de charges qui sont en train d'être élaborés pour accompagner ces marchés-là. Et c'est ça que l'agence est en train de faire. Et puis, les investissements qui ont été faits pour pouvoir réaliser ces marchés. Il est vrai, c'est des infrastructures sociales. L'État ne peut jamais dire que je vais avoir le retour sur investissement. À combien il faut louer l'espace aux commerçants pour pouvoir non seulement leur permettre d'y accéder facilement et permettre également à l'État d'amortir un tant soit peu le choc. Tout ça là, c'est à étudier. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. D'ici la fin de l'année, ces marchés-là vont être mis en exploitation. Vous voulez dire que d'ici la fin de l'année, ces femmes vont rentrer dans ces marchés? Dans ces marchés. Et tout le monde, il y a de place pour tout le monde. Est-ce qu'on a pris des mesures sont prises pour éviter que ces femmes ne quittent l'intérieur pour venir s'asseoir au bord de ces marchés? Parce que c'est souvent le constat que nous faisons. Ce n'est plus possible. L'infrastructure, elle est là debout, mais on Oui. laisse, on vient rester au bord de la voie parce La qu'on se dit que si le client vient, il stratégie verra. est tout simple. Ouais. 1. Tous nos marchés sont pratiquement clôturés. De 2. En périphérie, vous avez les boutiques et les étals sont à l'intérieur. Si bien que, puis d'habitude, c'est nos bonnes dames qui ont des étalés qu'on sort qui débordent. Mais si elles ne sont plus au bord de la route, De la route, ouais. elles ne pourront plus déborder. Tout à fait. Donc c'est à l'intérieur. Et chacun a sa place. Et justement, c'est tout ça là qui fait que ça n'a pas encore démarré parce que il faut une administration dans le marché qui va veiller sur le respect des places de chacun. Et aussi des déchets. Ah, mais ça, c'est la première des choses qu'on a pris en compte dans les marchés. La gestion des déchets, l'infirmerie, les toilettes très propres. Dans chaque marché, il y a 2 blocs de toilettes et qui seront mis en concession à travers 2 gestionnaires différents. OK. Et comme ça, l'usager du marché aura le choix Le choix. entre ce qui est propre et ce qui n'est pas propre. Exactement. Donc, il y a tous ces aspects-là qui ont été pris en compte dans nos marchés. C'est des marchés résilients, justement, Au changement climatique. au changement climatique. Merci beaucoup, M. Ananou. On aurait voulu rester encore plus longtemps, mais le temps C'est est moi fini. qui On va vous laisser la remercie. place à Gina Malheureusement, Lafoda c'est très peu de temps. le bulletin de l'information. Merci pour vous. On aura certainement une autre occasion pour Tout à fait. parler de ces gros chantiers du PAG, le programme national de gouvernement. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie.